Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être venus nous voir à cette présentation. Personnellement, c'est un honneur de revenir à Bordeaux IO. J'étais là il y a une dizaine d'années, quand c'était encore à l'ENSERB. Du coup, ça me fait bizarre de me retrouver maintenant au Palais des Congrès, donc c'est un réel honneur de revenir ici. Donc aujourd'hui, on va vous présenter comment est-ce qu'à Betclic, on a réussi à tenir un événement majeur qui était l'année dernière, l'Euro 2020 de foot. Alors bien entendu, on vous fera quelques petits spoilers sur la Coupe du Monde qui a lieu en ce moment. On a mis à jour entre-temps, donc vous verrez ça au fur et à mesure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter rapidement. Donc je suis Nicolas Josviac, ça fait 3 ans que je suis à Betclic. Je m'occupe de l'équipe Component au sein de la cellule architecture. Donc dans l'équipe, on fait des composantes techniques transverses pour toutes les autres équipes techniques de Betclic et on s'occupe notamment des tests de performance. Et je suis accompagné de mon camarade. Bonjour à tous, je m'appelle Étienne Puissant, donc je travaille chez Betclic depuis à peu près 3 ans dans l'équipe de Nicolas sur des sujets de tests de charge, de performance et de monitoring. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu de contexte. Je suppose que dans la salle, beaucoup de personnes... Qui ne connaît pas Betclic? Ah, quelques personnes quand même, ok. Donc on va faire un petit rappel, on va vous expliquer un peu les bases. Donc Betclic, c'est une application de paris sportifs en ligne. On est présent sur les mobiles, donc iOS, Android, et on a une web app. On va être principalement sur des gros événements sportifs, donc notamment le foot. Donc je ne vais pas tout citer, mais on va retrouver tout ce qui va être Champions League, tout ce qui va être Europa League, etc. On va aussi avoir les championnats de tennis, donc comme Wimbledon, l'US Open, du basket avec la NBA et quelques spécificités comme le MMA en Pologne par exemple. On n'a pas seulement une activité sur le sport, on a aussi d'autres activités donc concernant le casino et le poker et aussi du turf. La promesse de Betclic, c'est de pouvoir passer d'un univers à un autre, c'est-à-dire que vous pouvez très bien démarrer une activité de paris sportif sur du foot, aller faire un peu de casino pendant la coupure pub par exemple, ou voir faire du pari hippique s'il y a une course de chevaux en parallèle. Il faut savoir qu'on est sur des marchés régulés, donc ça c'est une volonté de Betclic. Donc par marché régulé, c'est-à-dire qu'il y a des autorités de régulation qui ont leurs droits, on a des droits et des devoirs envers eux. Donc c'est pour ça qu'on est dans ces pays-là. Donc les pays, on retrouve la France, la Pologne, l'Italie, le Portugal, et plus récemment, on a ouvert en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc pourquoi je parle de régulation? Donc par exemple en France, peut-être vous en avez entendu parler. On a ce qu'on appelle l'ARJEL, maintenant c'est plutôt l'ANJ. Au Portugal, on va avoir le SRIJ. Ça va concerner tout ce qui va être des lois pour protéger les joueurs, et c'est quelque chose qui est très important pour nous à Betclic. Comme vous pouvez vous en douter, sur ce type d'application, on se doit d'être très réactif. Et du coup, avant d'aller vers tout ce qui est technicité et comment est-ce qu'on a pu gagner toute cette réactivité, je vais vous raconter un peu l'histoire de Betclic, de là où on part niveau SI. Alors, il faut savoir que Betclic a une quinzaine d'années, donc le SI a une quinzaine d'années, et en 2016-2017, Betclic a failli faire faillite. En fait, ce qui se passait, c'est que l'ancienne équipe avait mal anticipé l'engouement pour tout ce qui était jeu d'argent, paris sportifs, et du coup, le système d'information était un peu laissé à l'abandon. Ce matin, il y avait une présentation sur la dette technique de l'architecture, on était en plein dedans, c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout été entretenue, donc on s'est retrouvé vraiment avec un gros sac de nœuds à reprendre qui avait 15 ans d'existence. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016, les actionnaires ont demandé au fondateur de revenir et de reprendre Betclic. Il a accepté avec 2 conditions. La première, c'était de mettre tout le SI au même endroit. En fait, il faut savoir que le SI de Betclic à l'époque a été dispatché entre plusieurs pays. On avait quelques morceaux en Grande-Bretagne, d'autres en Ukraine et d'autres en France, à Paris notamment. Du coup, il a voulu tout remettre au même endroit pour fluidifier la communication, tout remettre d'équerre. Et l'autre condition, c'était que ce soit à Bordeaux. Donc ça explique pourquoi depuis 2017-2018, Betclic, du moins pour l'IT, tout le monde est à Bordeaux. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que peu de personnes ont suivi le mouvement. Donc soit c'est parce qu'elles ne le pouvaient pas, soit parce qu'elles ne le souhaitaient pas. Et du coup, il y a environ à peu près seulement 10-15% des personnes qui ont suivi le mouvement. Et du coup, il a fallu reprendre un système, se réapproprier un système de 15 ans d'existence avec seulement 10% de personnes qui ont suivi le mouvement. Donc il y a eu une grosse restructuration en interne. Pour illustrer ça,
J'ai retrouvé un screenshot de l'époque. Donc, on en parlera un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais c'est tiré de l'outil AppDynamics. Donc, rapidement, ce que l'outil fait, c'est il va être capable de scanner tout votre système d'information, voir les flux qui s'échangent entre les applications, les flux réseau, etc. Là, voilà ce qui nous a sorti lorsqu'on a récupéré le système et on a analysé tout le SI. Alors, petit bémol, on a installé AppDynamics brut de fonderie, on avait fait très peu de configurations. En faisant quelques configurations, on peut un peu simplifier cette map, mais déjà ça donne un état des lieux de ce qu'on a récupéré à l'époque et de là où on est parti, et c'est l'histoire qu'on va vous raconter. Donc maintenant, Étienne, est-ce que tu peux nous raconter un peu la spécificité de cette plateforme, s'il te plaît ? Oui, alors chez BetClick, on est énormément lié aux compétitions sportives qui sont en train de se passer dans le monde. C'est-à-dire que, en fonction de, par exemple, en ce moment il y a la Coupe du Monde, on va pas avoir le même trafic que pendant des journées de Ligue 1. On va avoir beaucoup de joueurs qui vont venir se connecter. On va essayer d'illustrer ça là avec plusieurs graphes d'API qui sont très populaires chez nous et très importantes. On va vous mettre au-dessus donc une journée normale, on va dire chez BetClick, avec un match de foot de Ligue 1 en soirée. Et en dessous, on va aussi vous mettre un match de Ligue 1 le soir, mais aussi pendant la journée, une compétition de tennis. Donc là, ici, ça peut être l'Australian Open, par exemple. Donc plusieurs matchs de tennis tout au long de la journée. Donc là, sur la courbe des logins, première chose assez frappante, quand il y a un match de foot en soirée, on voit que le trafic, il y a beaucoup de joueurs qui vont venir pour parier. On va avoir deux gros pics, un pic avant le match. Les joueurs, ils vont venir pour parier pour leur équipe favorite, leur buteur favori, pour pouvoir un peu se divertir pendant le match et mieux vivre leur match. Et ensuite, on va avoir un pic à la fin du match, c'est normal. Les joueurs vont venir voir s'ils ont gagné et ils vont pouvoir potentiellement récupérer leurs gains ou placer d'autres paris. On peut voir aussi que pendant le match, on a plein de petits pics, ça peut être dû à des faits de jeu. Par exemple, lorsqu'il y a un but, il y a beaucoup de joueurs qui vont se connecter sur la plateforme pour voir si, par exemple, ils ont placé un pari sur ce buteur ou pourquoi pas dire, bah tiens, lui, je sens qu'il va le faire le triplé dans le match, donc je place un nouveau pari. En revanche, sur le graphe du dessous, lorsqu'on a une compétition de tennis, on peut voir qu'on a un trafic d'utilisateurs, donc de login, tout au long de la journée et ça augmente tout au long de la journée. Ça, c'est normal. C'est parce que on va avoir plusieurs matchs de tennis durant la journée et une spécificité chez BetClick aussi, on propose aux joueurs de parier en live, donc pendant les matchs, pas seulement avant les matchs. Donc pendant les matchs de tennis, c'est notamment utilisé beaucoup chez nos parieurs dans le tennis, ils vont venir pour parier par exemple sur un jeu ou sur un set, pas sur l'entièreté du match. Donc c'est pour ça qu'ici on va avoir une activité tout au long de la journée et bien sûr à la fin, on le voit, on va avoir un pic au moment du match de foot. Donc toujours avant le match, on va avoir beaucoup d'utilisateurs qui vont se connecter pour parier. Une autre API, c'est le placement de paris, donc c'est l'activité principale qu'on a chez BetClick. Et comme vous pouvez le voir, ça ressemble énormément à la courbe de login. C'est normal, c'est notre activité principale. Les joueurs, pour la plupart, viennent sur BetClick pour parier. Donc, comme j'ai dit, intéressant de noter, pendant les matchs de tennis, en dessous, on voit qu'on va avoir des placements de paris tout au long de la journée avec des petits pics, parce qu'il y a cet attrait pour le pari live pour le tennis, alors qu'on voit qu'à la fin de la journée, on va avoir un gros pic pour le football, et on voit que le pic, il est à peu près vers 20h, donc généralement avant que le match commence. Donc, comme je disais tout à l'heure, les joueurs, ils vont se challenger avec leurs amis, ils vont dire, moi, je pense que c'est cette équipe qui va gagner, et ils vont pouvoir regarder leur match et être un peu plus divertis, avoir un peu plus de tension pendant leur match. Une autre API, l'API des retraits. Donc, quand un joueur gagne son pari, il a deux choix. Le premier, il peut retirer son argent, donc il peut directement retirer ses gains sur son compte, ou alors il peut replacer un pari. Et on peut voir qu'ici, cette API, elle a un comportement totalement différent du login et du placement de paris. Évidemment, à la fin d'un match, cette API elle va être fortement sollicitée. On va avoir un énorme pic, car c'est à ce moment-là que les users vont vouloir récupérer leurs gains. Pour le tennis, on voit que c'est un peu différent. On va avoir des pics tout au long de la journée. On a même un gros pic au milieu de la journée. On peut imaginer, par exemple, que c'est la fin d'un match entre Nadal et Djokovic, donc un match très important où les joueurs vont venir parier. Et donc là, on va aussi avoir des pics, mais tout au long de la journée. Donc cette API, il va falloir qu'elle réagisse, mais d'une autre manière que le login ou le placement de paris, par exemple. Son comportement sera différent, car les joueurs vont l'utiliser à des moments différents. Comment on fait pour observer tout ça ?
Donc on utilise deux outils chez BetClick pour faire du monitoring. Le premier c'est AppDynamics, donc Nicolas en a un petit peu parlé. Dans AppDynamics en fait on va venir configurer nos différents services et AppDynamics va nous donner des informations sur nos API. Ça peut être le nombre de calls, donc comme ce qu'on voyait sur les graphes juste avant. Ça peut être le temps de réponse aussi de nos API, le nombre d'erreurs. Et ce qui est bien avec AppDynamics, c'est qu'il va nous fournir ce qu'ils appellent des snapshots, donc un échantillonnage de vrais call API réalisés sur la plateforme par des utilisateurs et on va pouvoir un peu classer ces différents appels API et voir ceux qui ont été lents par exemple. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir même fouiller à l'intérieur et aller au niveau du code et voir quelle partie du code aurait pu prendre du temps. Est-ce que c'est la connexion à la base de données qui a pris du temps? Est-ce que c'est une boucle de programmation qui a pris du temps? Donc AppDynamics est très bien pour ça. On va vraiment pouvoir venir fouiller à l'intérieur de notre code. Deuxième outil qu'on utilise, c'est Datadog. Datadog, on va s'en servir pour centraliser tous nos logs. Donc c'est à l'intérieur de cet outil que vont passer tous nos logs des applications. Et grâce à ça, on va pouvoir générer des metrics et se servir de ces metrics pour créer des dashboards. Donc là, on vous a mis un dashboard, un composant technique qu'on a dans notre équipe. Et comme vous pouvez le voir, c'est très visuel et ça permet de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe sur la plateforme, s'il y a eu des problèmes, à quel endroit, à quel moment. Et on voit pas trop sur l'image, mais on a aussi une sorte de code couleur sur les graphiques. On a du vert, du jaune et du rouge. Et avec Datadog, on peut mettre en place de l'alerting et dire que si on dépasse un certain seuil, on va prévenir les équipes. Donc ça peut être sur le canal de messagerie ou ça peut être directement appeler les gens qui sont en astreinte. Donc Datadog, on s'en sert beaucoup. Les équipes partagent beaucoup leur dashboard. Ça permet d'avoir vraiment une visualisation. Et nous, on va s'en servir du coup pour voir si la plateforme va bien. Et du coup, on a ces deux outils-là. Maintenant, Nicolas, est-ce que tu peux nous dire comment on va se servir de ces outils pour apprendre un peu et améliorer la plateforme? Yes. Juste, vous remarquerez qu'on a choisi une image où tout était vert. Hein. On a fait en sorte que ça passe bien pour nous. Mais en vrai, c'est pas tout à fait ça. D'ailleurs, je vous invite à passer sur le stand. On a mis une image qui se passe en ce moment pendant la Coupe du Monde. Vous verrez que c'est d'autres types de chiffres. Donc, comment est-ce qu'on a appris sur la plateforme avec ces outils-là? Comme l'image le montre, dans la douleur. Je vous cache pas que les premiers soirs de match, on priait vraiment pour que la plateforme tienne. Encore une fois, on reprenait un système avec peu de passage de connaissances. Et du coup, les soirs de match, des fois ça passait, des fois ça ne passait pas. Il faut savoir aussi que le monde du pari sportif, les règles fonctionnelles peuvent être très compliquées. Il y a énormément de règles de contrôle aussi, vis-à-vis des régulateurs notamment. Mais aussi, suivant les pays, les règles ne sont pas les mêmes. Et du coup, on apprenait en marchant, et ce qui explique que des fois, il y a certains soirs, un match de la Ligue 1 en France se passait très bien, et un match de la Ligue anglaise, tout explosait le lendemain, parce que les règles n'étaient pas les mêmes, et en fouillant dans le code, il y avait des petits soucis. Et du coup, au fur et à mesure, on en avait un petit peu marre de subir tout ça, et il a fallu prendre les devants. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place ce qu'on a appelé des war rooms, donc pareil comme l'image, hein. On se réunissait les gros soirs de match. Donc on avait choisi de prendre des représentants de chaque équipe. Donc à BetClick, on est organisé en domaine fonctionnel. Donc sans surprise, on va avoir un domaine betting, on va avoir un domaine account, un domaine paiement, etc. Pareil pour la technique, on va avoir du SRE, DBA, etc. Et du coup, il y avait chacun de ces représentants. On était tous présents physiquement dans les locaux et puis on suivait le match. Donc la partie sympa, c'est qu'on pouvait regarder les matchs en direct, hein, et on voyait que derrière tout commençait à se mettre en rouge, etc. sur les écrans. On pouvait intervenir tout de suite, ou alors aussi on pouvait se dire tiens, il y a quelque chose qui va pas trop là, mais au moins c'était identifié. Ça nous a permis quand même pas mal de choses de ce mode de fonctionnement-là. Ça nous a permis de mieux connaître techniquement la plateforme. On a découvert des surprises, des configurations réseau, des configurations d'infrastructure, des configurations algorithmiques, etc. J'en passe. On a aussi, ça nous a permis aussi de prioriser les sujets. Parce que, comme je vous disais, il y avait une liste longue comme le bras. Et si vous vous rappelez l'image, je vous ai montré le gros sac de nœuds. On peut démarrer de plein d'endroits différents. Et du coup, là, on a pu prioriser, identifier les principaux points de contention sur l'application et vraiment se réapproprier le système. Et une fois qu'on a fait ça, quand même, il y avait d'autres subtilités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on peut faire des paris très longtemps à l'avance. Donc, ce qu'on appelle des combinés de paris. Donc, typiquement, il y a des joueurs,
pour la Coupe du Monde qui se passe en ce moment, ils ont déjà placé leur pari depuis l'Euro 2020 de l'année dernière. Et en faisant plein de combinés comme ça, et du coup, les résultats, on les a que maintenant. Et du coup, il y a des choses qui arrivent qu'on ne pouvait pas forcément prévoir. Donc il y a des choses exotiques comme ça qu'on a dû apprendre en marchant. Du coup, comme je vous dis, on connaît un peu mieux la plateforme avant l'Euro. 3-4 mois avant, on a commencé à faire de gros travaux. On les avait bien entamés. Donc là, je vous remets l'image du début, donc 2017-2018, l'état de la plateforme. 2-3 mois avant l'Euro, on arrive à ce genre de map. Comme je le disais en introduction, on a appris aussi à mieux utiliser les outils. Donc AppDynamics, on a bien su l'utiliser. Donc ça permet de simplifier ça. Pareil, ce gros tas de liens, en fait, en interne, on appelait ça un monolithe distribué. Ce que j'ai pas dit en amont, c'est qu'en fait, c'était une seule application. On pourrait croire que c'est plein de microservices, mais non, c'était une seule application. Du coup, on a cassé ce monolithe distribué. On est parti sur une approche microservice avec du domain-driven design. Donc, comme je le disais, ça s'y prête bien dans notre contexte, parce que comme on a des domaines vraiment, comme le betting, paiement, etc., on découpe tout ça en microservices. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image, peut-être si. En fait, on a des grosses bulles et des plus petites bulles. Et en fait, les grosses bulles vont représenter nos domaines fonctionnels. Du coup, assez facilement maintenant, on voit les interactions entre les domaines fonctionnels et les plus petites bulles, ça va être les briques transverses techniques. Mais déjà sur ce genre de schéma-là, c'est plus digeste, on a plus envie de rentrer dedans, on peut vraiment mieux comprendre ce qui se passe en cas de problème et en cas d'alerting. Je vais descendre un peu plus bas niveau architecture. Alors, je ne vais pas aller dans de l'architecture détaillée parce que ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence ou sinon on en a pour toute l'après-midi. Mais pour vous expliquer aussi les améliorations, les quick wins qu'on a pu faire. Donc on va partir de tout en haut. Donc comme je le disais en introduction, on est sur des applications Android, iOS et une web application basée sur de l'Angular. Donc ces devices appellent classiquement des API publiques. Donc pour les API publiques, on a de l'ASP.NET et du .NET Core. Donc l'ASP.NET, pour des raisons historiques, on en a encore. On essaie de s'en débarrasser, mais c'est un peu compliqué. On est parti aussi sur du Kotlin plus récemment. Donc, pour entrer dans le système, on passe classiquement par un SHA-Proxy pour tout ce qui est problématique de load balancing. Ensuite, côté back-end, donc ces API publiques appellent des API back, donc pareil avec les mêmes langages. Côté back, on va avoir des interactions avec des providers. Donc on a des interactions pour des providers de casino et de sport. Ils vont nous fournir par exemple tout ce qui est les jeux de casino, tout ce qui va être les codes sur les matchs, les championnats qui vont être mis à jour, etc. Donc on a pas mal d'interactions à l'extérieur aussi. Et enfin, on retourne dans notre système, classiquement aussi une base de données, donc répliquée, qui est sur du SQL Server. Donc pendant les premiers soirs de match, quand je vous expliquais qu'on avait beaucoup de soucis, c'est assez classique, j'ai envie de dire. Le gros point de contention qu'on avait, c'était sur la base de données. Du coup, il fallait la soulager. Donc, on est parti sur un cache Redis, qui a permis de beaucoup soulager la plateforme. Comme vous pouvez l'imaginer, on est sur un type d'application où il y a beaucoup de lecture et beaucoup d'écriture. Là, le but, c'était de soulager la lecture pour favoriser l'écriture. Donc, ça a permis déjà de faire respirer la base de données. Ensuite, côté back, comme je vous disais aussi, on est parti sur un découpage en microservices. Et pour faire dialoguer les différents microservices, on a fait le choix de partir sur de l'event-driven. Donc on a mis un event bus à BetClick, on est parti sur de l'AWS, donc avec du SQS. Là aussi, on a pu gagner en maintenabilité, en souplesse et en réactivité. Et enfin, côté front, on a fait deux changements, enfin deux améliorations. Donc le premier, c'est de mettre en place un cache varnish, donc un cache côté front aussi, qui permettait de soulager tout le reste de la plateforme. Et le dernier gros point, et pas des moindres, c'est qu'on a mis une API Gateway, Kong, donc qui nous a apporté pas mal d'améliorations. Le premier, en fait, ça nous a apporté de la sécurité. Donc il faut savoir que quand on a repris le système, il y avait beaucoup de failles de sécurité niveau API, il y avait plein de trous dans la raquette. Pour ceux qui connaissent Kong, Kong fournit des systèmes de plugins, donc soit des plugins existants, soit qu'on peut customiser ou écrire nous-mêmes. Et du coup, on a rajouté pas mal de sécu sur toutes nos API. Donc ça permettait de faire vraiment une belle couche de sécurité entre le monde extérieur et le monde intérieur de notre SI. Ensuite, ça a permis d'homogénéiser nos API.
Là aussi, comme je le disais, à BetClick, on est découpé en domaines fonctionnels et chaque équipe définissait ses propres API avec son style à lui. Donc betting définissait ses API, paiement aussi. Il n'y avait aucune homogénéisation. Et du coup, nous, on est parti dans l'équipe, on a créé des guidelines d'API pour définir un standard. On n'a pas réinventé la roue, on est parti sur du REST. On a repris les guidelines de Google, qu'on a adapté à notre contexte, bien entendu. Et en fait, toutes ces configurations, maintenant, passent par Kong, et ça simplifie vachement les choses. Et dernier point aussi, c'est quand je vous parlais de monitoring et d'alerting qu'on a dû se réapproprier, le fait de faire passer toutes les API par Kong, on centralise le monitoring, on centralise l'alerting, et on a enfin pu un peu mieux respirer, on était plus serein pour aborder l'euro. Autre chantier, tant qu'on était sur notre lancée, là, on commençait à bien se sentir, la plateforme commençait à bien tourner, on avait beaucoup moins de war room, ça se comptait vraiment sur les doigts de la main 3 mois avant l'euro. On s'est dit, bon, maintenant qu'on est pas mal sur le on-prem, on va peut-être aller regarder du côté cloud ce qu'on peut faire. Et on commence à regarder, à étudier. Donc à BetClick, à l'IT, peu de personnes avaient de la connaissance sur le cloud. Donc on a commencé à regarder comment marchaient certains services, quels services on pourrait migrer sur le cloud. Pas de chance, c'était début 2020. Comme vous le savez, 2020, année très compliquée avec la pandémie. En plus, côté BetClick, il n'y avait plus d'activité, il n'y avait plus rien à faire. Mais en fait, on a profité de cette période-là justement pour se former à AWS. Donc, il y a eu des bancs de certification côté IT où tout le monde a appris quasiment tous les services d'AWS, même les plus obscurs. Mais au moins, on avait la connaissance. Et une fois que l'activité a pu reprendre, on avait commencé à migrer quelques petites applications qui n'étaient pas trop critiques, mais au moins pour se faire la main, déjà que ce soit en termes d'infrastructure, d'opérabilité, d'alerting, de monitoring, parce qu'il y avait pas mal de choses à adapter. Et on a commencé à aborder un peu l'euro comme ça. Alors pour illustrer ça, avant l'euro, donc là je vous ai remis l'architecture qu'on avait déjà améliorée on-prem, et on arrive à ce genre d'architecture où on avait le choix. En fait, on n'a pas fait le choix de partir sur un mode Big Bang, de tout prendre et tout passer sur le cloud. En fait, ce qu'on a fait, c'est, comme je le disais, on a pris des petites applications qui n'étaient pas trop critiques et on les a mises sur le cloud. Comme on était en microservice, ça nous a apporté pas mal de souplesse. Alors c'est pour ça que, par exemple, si on fait le parallèle donc avec la partie back-end, là on était en ASP.NET, Kotlin, sur des services classiques. Là on a plus de souplesse dans le monde AWS. Donc là on va retrouver des lambda, on va retrouver des machines EC2. Donc sur les machines EC2, on va faire tourner du .NET peut-être, du Kotlin, ça dépend des cas de figure. Et là aussi on va gagner en souplesse. Et là où c'est vachement bien quand on est en mode microservice, c'est qu'on peut utiliser la base de données qui est adaptée aux besoins. Et c'est pour ça que je vous ai mis des exemples de bases de données suivant les use cases. On va partir soit sur du DynamoDB, soit sur du RDS, ou avoir du S3, parce que vraiment il y a des cas de figure où on a juste besoin d'avoir des fichiers et ça nous suffit largement. Le front, je m'y attarde pas trop, c'est assez classique. API Gateway AWS, CloudFront, ça c'est l'équivalent de Kong, on va dire. Donc là, comme je dis, 2 mois avant l'euro, on est assez confiant, on commence à moderniser notre récit même. Et on se regarde entre nous, on se dit oui, mais c'est bien ce qu'on a fait, on commençait à être content de nous. Mais en fait, on regardait pas mal le passé et le présent. Donc je m'explique. Le passé, c'est, voilà, on a repris un système, on l'a amélioré, il fonctionne mieux, ok. Le présent, c'était les soirs de match, on avait encore des interventions, on subissait encore quelques méconnaissances fonctionnelles. Et en fait, moi, ce que je me disais, c'est qu'on ne va pas assez dans le futur. Le futur commençait à venir avec le cloud. Mais par exemple, pour l'euro, en fait, à un moment, j'ai posé la simple question de dire, ok, c'est quoi vos objectifs pour l'euro en termes de fréquentation sur la plateforme? Et là, côté IT, pas de réponse. Et, ok, on va vivre un euro, mais on ne sait pas trop. Et de là est venue l'idée de dire, si on mettait en place des tests de charge et d'aller chercher ces chiffres pour avoir la fréquentation et ne pas subir l'euro, mais plutôt bien la préparer. Et du coup, pour anticiper, je vais vous raconter une anecdote, parce que ça s'est pas fait si simplement que ça, parce que ce que je vous explique, c'est qu'on est là 2 mois avant l'euro. Donc on se dit, ok, on va faire des tests de charge. Donc tout le monde a dit, ouais, super, on y va, c'est cool, c'est une superbe idée. Donc on regarde les environnements qu'on avait à BetClick, donc production, pré-production,
Et en fait, la pré-production, bah non, elle n'était pas du tout ISO-prod. On en était très loin. Il y avait énormément de différences au niveau infra, configuration réseau. Même les applications, il y avait la moitié qui était déployée. Du coup, ça n'aurait pas été pertinent de faire des tests de charge dessus. Du coup, on a regardé quand même pour dire, bah, si on la remettait d'équerre, cette pré-production, combien de temps ça nous prendrait? Donc, en 2 mois, c'était pas possible. On a fait des études budgétaires. C'était hors de question aussi. Et du coup, on a eu une idée un peu folle de se dire, eh ben, si on faisait ces tests de charge en production. Et donc oui, enfin, je vois certains qui sourient, donc c'est vraiment venu de ça. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un petit dossier dans l'équipe, donc avec les avantages, inconvénients. On a été voir la direction. On a dit, écoutez, 2 mois, l'euro, il me semble que c'est un événement important pour vous, pour nous. Va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose, on vous propose ça. Et assez vite, ils ont dit oui, en fait. Hein. Donc, ils ont accepté. Alors, bien entendu, hein, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait en production, hein, vous vous doutez bien. On parle de manipulation d'argent, etc. quand même. Mais il y avait des choses sur lesquelles on pouvait démarrer, donc sur des cas simples, à des heures décalées des événements sportifs. Et de là est partie la plateforme de test de charge. Et du coup, Étienne, bah, je te laisse nous expliquer ce qu'on a mis en place. Ouais, alors du coup, comment on a fait pour mettre en place ces tests de charge? Donc du coup, on s'est dit d'abord, on va utiliser nos outils de monitoring, donc comme AppDynamics, et on va regarder le trafic qu'on reçoit lors des soirées de match. C'est les moments où notre plateforme est le plus sollicitée. Donc on va prendre les API les plus importantes qu'on a chez BetClick. Là ici on a le login et le wallet qui correspond à l'accès au portefeuille, donc voir l'argent que vous avez dans votre portefeuille. Donc ce sont des API qui sont très sollicitées. Et on va regarder ces soirées de match, on va voir un peu la tendance de charge qu'on peut avoir sur ces API-là. On peut voir que pour le login par exemple, comme on l'a déjà dit, on va avoir un pic en début de match, après des pics qui sont liés au fait de jeu pendant le match, et à la fin, un gros pic de charge car les utilisateurs viennent pour voir s'ils ont gagné. Pour le wallet, on voit que c'est un peu différent. On se voit qu'il y a des montées progressives, il y a un gros pic au milieu du match, mais pendant la mi-temps, mais au-delà de ça, c'est pas autant, il n'y a pas des pics aussi aigus que pour le login. Donc l'idée, en fait, ça va être de prendre toutes nos API, de regarder des graphes comme ça, et d'essayer de dégager une sorte de schéma, de tendance de charge pour chacune de nos API. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce que vous voyez au-dessus de l'écran. Là, toutes les lignes que vous voyez, c'est des API et on peut voir qu'elles ont une tendance de charge différente. Il y a certaines API, on va avoir une augmentation des users, puis ensuite un plateau, puis un pic. Mais il y a d'autres API qui sont plus sollicitées de manière constante. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pic, mais par contre la charge va être constante tout au long de la soirée. Ensuite, on va prendre ces courbes de charge et on va les transformer en tests de charge. Et pour ça, on utilise Gatling. Donc Gatling, c'est un super outil pour faire des tests de charge. On l'a choisi parce que c'est un outil qui est flexible, c'est un outil sur lequel on peut facilement démarrer. Et comment ça marche? On va venir avec Gatling coder des scénarios. Donc on peut coder ça en Scala ou en Java, pour ceux qui ont un peu peur. Et avec ces scénarios, on va pouvoir dire quel call API on a envie d'injecter sur la plateforme et de quelle manière. Est-ce qu'on a envie de l'injecter en augmentation de users par seconde? Est-ce qu'on a envie de faire une injection constante? Donc, avec Gatling, on va créer nos scénarios et ensuite on va lancer des tests de charge. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gatling, on l'utilise avec une version cloud. Donc, on a accès à un outil qui s'appelle Gatling Enterprise sur le cloud, qui nous permet de voir en direct ce qui se passe pendant un test de charge. Donc, on peut voir le nombre d'utilisateurs injectés, le nombre de requêtes par seconde effectuées. On va avoir des informations aussi comme le temps de réponse, le nombre d'erreurs. Et l'écran que vous voyez en dessous, le graphe que vous voyez en dessous, c'est typiquement le visuel qu'on a pendant un test de charge. Donc là, on voit bien qu'on arrive à vraiment copier, répéter la tendance de courbe de charge qu'on a plus haut et qu'on a eu grâce à l'étude de monitoring qu'on a fait. Donc, on sait faire des tests de charge. Quel type de test de charge on a mis en place chez BetClick? Le premier test de charge, c'est le test de release. Donc, chez BetClick, on a un cycle de release hebdomadaire. Toutes les semaines, on va sortir des nouvelles fonctionnalités. Et après cette release, après la sortie des nouvelles fonctionnalités, on va lancer un test de charge. Ce test de charge, ça va être un test de charge un peu générique qui va contenir nos API les plus sensibles et les plus importantes. Et donc, à chaque fois que les releases sont faites, on va faire en sorte de lancer un test de charge et de voir si il n'y a pas eu des régressions, par exemple, sur certaines API, ou même voir s'il y a des améliorations. Peut-être que la semaine dernière, on a vu qu'il y avait un problème, on a identifié un problème. Une correction a été faite pendant la semaine. Ce test de charge-là va nous permettre de voir si la correction a été faite.
À la fin de chacun de ces tests de charge, donc toutes les semaines, on va créer un rapport qu'on va partager à toutes les équipes. Donc tout le monde a accès à ce rapport et peut voir comment se sont comportés leurs API. S'il y a des soucis, nous, on va être là en support, on va aller chercher les équipes, voir quelles sont les équipes impactées, et on va essayer d'investiguer avec eux pour essayer de trouver des solutions pour que la semaine prochaine, les problèmes soient corrigés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, toutes les semaines, on a des tests de charge de release qui sont lancés pour des vérifications. Le deuxième test de charge, très important, qui a été très important pour la préparation de l'Euro et même de la Coupe du Monde, c'est le test de rupture. Donc là, comme son nom l'indique, le but, ça va être de repousser les limites de la plateforme. On va injecter un très grand nombre de users sur toutes nos API et on va voir comment notre plateforme réagit. Donc, dans ces moments-là, la plateforme aussi, il peut arriver qu'elle tombe, et c'est très intéressant aussi de savoir combien de temps en fait elle va mettre pour recover, pour se remettre en place. Ça nous donne des informations très importantes si ça se passe pendant un match. Pendant ces tests de rupture, on ne va pas les faire tout seul, on va les faire en relation avec les équipes domaine, mais aussi les équipes SRE, réseau et les équipes database. Eux, ils ont du monitoring spécifique de leur côté. Ils vont pouvoir voir en direct comment se comporte la plateforme pendant des gros pics de charge. Donc, comme j'ai dit, c'est un test qu'on a énormément étudié pour anticiper, parce que quand on injecte énormément de charges qui n'arrivent pas forcément d'habitude pendant un match de foot, on va pouvoir identifier de nouveaux problèmes, nouveaux points de contention, les adresser et prioriser aussi. Si on voit par exemple que c'est le login qui galère un peu lorsqu'on a beaucoup de charges, on sait que c'est à cet endroit-là qu'il faut travailler, parce que si un jour on a une très grosse charge, un très gros match, c'est ici que ça peut pêcher, donc on va essayer de corriger ça. Donc, pendant la coupe, là c'est la Coupe du Monde en ce moment. Vous imaginez bien qu'avant la Coupe du Monde, on a lancé énormément de tests de rupture. Le métier nous avait donné une sorte de cible à atteindre en termes d'utilisateurs sur la plateforme en même temps. Et donc on a pu vraiment anticiper et voir si on allait tenir la Coupe du Monde ou pas par rapport aux chiffres qu'on nous a donnés. Donc le test de rupture, très important pour préparer les gros événements chez nous. Donc, grâce à nos tests de charge, on a différentes améliorations. Tout d'abord, on va avoir des améliorations au niveau applicatif. Donc, ça peut être, par exemple, des méthodes async await, ça peut être des boucles aussi qui prennent du temps. On va pouvoir les identifier, notamment, je disais tout à l'heure, avec AppDynamics, on peut fouiller dans le code. Donc, on va pouvoir voir à quels endroits il peut y avoir des boucles qui prennent du temps et faire des corrections. On a aussi, au niveau base de données, connexion au pool de base de données, ça c'est des choses qu'on a beaucoup identifiées pendant les tests de charge. On a augmenté le nombre de pools pour pouvoir faire en sorte que notre base de données elle tienne correctement. Donc ça c'est ce qui est côté applicatif. On a aussi, comme vous en doutez, beaucoup d'améliorations côté réseau. Tout d'abord, sur notre HAProxy, notre load balancer, je me souviens d'une fois, on a fait un test de rupture et on remarquait avec les équipes SRE, on comprenait pas trop pourquoi, mais on atteignait une sorte de palier qu'on ne pouvait pas dépasser en termes de nombre d'appels sur la plateforme. Et donc, on ne savait pas trop pourquoi, on n'arrivait pas à injecter plus que ça. On voyait vraiment qu'à partir d'un certain palier, nos requêtes étaient rejetées. Il s'avère en fait qu'on a découvert que lorsqu'on injectait cette grosse charge, on avait un souci de connexion SSL, de licence SSL, et l'équipe SRE a pu réagir et ajuster notre nombre de licences, ajuster la plateforme pour qu'on ne puisse pas avoir ce souci de palier. Après ça, on a fait un autre test de rupture pour vérifier que ça a fonctionné. Et en fait, il faut savoir que ça, c'est typiquement quelque chose qui aurait pu arriver pendant un gros match de l'Euro. Par exemple, la finale, la France est en finale de l'Euro, on va avoir énormément d'utilisateurs qui vont venir sur la plateforme. Ce problème de palier, il aurait pu arriver en fait. Donc c'est là vraiment où l'importance des tests de charge pour anticiper, pour voir les problèmes arriver avant qu'ils nous tombent dessus. Et surtout, vu les gros événements sportifs qu'on continue d'avoir là avec la Coupe du Monde, on se doit d'anticiper et de faire en sorte de connaître notre plateforme quand elle va être sollicitée énormément par un gros nombre d'utilisateurs. Autre chose assez importante, c'est le throttling. Donc notre API Gateway Kong, qui est vraiment devant, qui est la porte d'entrée de notre plateforme, on va avoir un plugin qui nous permet de faire du throttling. Le throttling, ça nous permet en fait de dire, tiens, telle API, à partir d'un certain nombre de requêtes par seconde, on va, au lieu de faire passer l'API vers notre backend, vers notre plateforme, on va renvoyer un message d'erreur, on ne va pas la faire passer. Cette chose-là, ça a deux avantages. Le premier, ça va soulager notre back-end.
Donc si on connaît la limite de notre API, ça sert à rien d'envoyer plus de requêtes par seconde si on sait qu'elle ne tient pas. Donc on va pouvoir soulager notre back-end, faire en sorte que tout se passe bien sur la plateforme. Deuxième chose utile, on va pouvoir envoyer un code d'erreur différent à nos utilisateurs. On va pouvoir envoyer une erreur, comme vous le voyez ici là, sur la gauche, au lieu d'envoyer un message générique de type la plateforme est en maintenance ou la plateforme est down, on va pouvoir envoyer un petit message sympa. Là, on voit que les ballons ils essayent de rentrer dans le panier, mais ils peuvent pas. Ça bouchonne. Donc c'est juste pour indiquer à l'utilisateur que il y a beaucoup de monde sur la plateforme, donc il faut qu'il attende un petit peu. C'est un message qui est moins frustrant pour l'utilisateur. Et ça, c'est très important chez nous. On essaye vraiment d'avoir la meilleure expérience utilisateur possible. Et donc ça en fait partie aussi et ça permet de soulager notre plateforme. Et le throttling, comment on le calcule? Grâce au test de charge, grâce au test de rupture. Pendant le test de rupture, on peut savoir à quel moment cette API est galère. Donc ça va nous permettre d'ajuster nos chiffres sur le throttling et donc de ne pas avoir de problème sur notre plateforme qui est derrière Kong. Dernière chose concernant les tests de charge, on a créé chez BetClick un portail de tests de charge. En fait, sur ce portail, les équipes, tous les gens qui travaillent, les développeurs, peuvent venir créer leur propre simulation, leur propre scénario, et ils vont avoir accès à ce que je disais tout à l'heure, notre Gatling Enterprise, donc notre solution cloud pour lancer des tests de charge, et ils vont pouvoir faire ça en autonomie. Donc bien sûr, nous on est là en support pour les aider à mettre en place les tests de charge, mais l'idée en fait c'est qu'ils puissent utiliser cet outil pour lancer des tests de charge quand ils en ont besoin et envie. Et par exemple, s'ils vont faire une nouvelle fonctionnalité, on va essayer de leur dire il faut que quand une nouvelle fonctionnalité est créée, on fasse un test de charge dessus pour vérifier la performance. Parce que souvent, on va faire des tests de fonctionnalité. Hein. On va voir, tiens, ça marche, tous mes tests y passent. Mais des fois, les gens oublient de faire des tests de performance et ça peut être important lorsqu'on est soumis à un gros trafic de tester chaque fonctionnalité. Donc ce portail, il est accessible à tout le monde et on essaye chez BetClick d'avoir une sorte d'habitude maintenant du test de charge. Donc les équipes aiment bien, elles peuvent elles-mêmes créer leur test de charge, les lancer. Nous maintenant on est juste là en support et on fait en sorte que il n'y ait pas des tests de charge en production qui soient lancés pendant un match de la Coupe du Monde par exemple, ou que tout le monde ne lance pas des tests de charge en même temps. Donc nous on est en support, on aide les équipes, mais elles peuvent se débrouiller toutes seules grâce au portail et elles peuvent créer leur scénario et leur simulation. Donc voilà, on a fait nos tests de charge, on est à la veille de l'Euro. Nico, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Yes, merci. Alors, on est à la veille de l'Euro. En fait, je reviens juste sur l'image, parce que je ne l'ai pas expliqué autant pour moi, où j'avais mis l'image de pingouin, parce que vous n'avez peut-être pas tout compris. En fait, c'est là où je voulais en venir sur les tests de charge. C'est tiré d'un livre, peut-être que vous connaissez, qui est Alerte sur la banquise, de John Cotter, qui explique comment des situations d'urgence arrivent en entreprise, où on crée ces situations d'urgence. Et c'est ce qu'on a vécu à BetClick avec ces tests de charge, d'où les tests de charge en production. Je vous invite à lire si vous ne le connaissez pas, très intéressant. Bref, pour reprendre alors sur l'Euro, donc on a mis en place ces tests de charge. On a commencé du coup à dialoguer avec le métier. Donc Étienne l'a déjà un peu expliqué, notamment pour adapter les écrans suivant certains codes d'erreur, etc. Et on a eu ces fameux chiffres de fréquentation. Donc pour l'Euro 2020, de leur point de vue, c'était assez simple. C'était vous prenez le plus gros pic de charge qu'on ait eu dans l'histoire de BetClick avant l'Euro et vous rajoutez plus 50%. C'est simple à dire. Donc nous, vu qu'on avait mis en place cette plateforme, on a fait tous ces tests-là et voici les résultats qu'on a eus. Donc sur la période de l'Euro, pour rappel, l'Euro c'est un mois, comme la Coupe du Monde. Donc on a eu 1 million d'utilisateurs uniques sur la période. C'était notre record à l'époque. Pour la Coupe du Monde, sans trop spoiler, on a déjà dépassé ce record. C'est pas encore fini, mais on est plutôt bien. Ensuite, pareil sur la période, on a eu les 100 millions de logins, comme le titre de la présentation, on va retomber sur nos pattes. Donc 100 millions de logins sur tout le mois, là aussi un nouveau record. Là aussi, je peux déjà vous dire qu'on a largement dépassé actuellement pendant la Coupe du Monde grâce à nos tests, notre préparation. Et il y a deux autres points qui étaient importants, et ça faisait partie de nos objectifs avant l'Euro, j'en ai pas parlé avant, c'était les war rooms dont je vous ai parlé. On voulait faire 0 war room pendant l'Euro. Ce qu'on a réussi à faire. Donc on a eu 100% de disponibilité de la plateforme
sur la période. On a eu 0 incident majeur sur la plateforme. Et depuis l'euro, on a eu 0 incident majeur. Alors je vous cache pas, hein, on a eu quelques incidents par-ci par-là, des mineurs, mais on n'a plus la plateforme down pour les précédentes raisons. Donc on était vraiment très fiers du travail accompli par toutes les équipes à BetClick que ça ait tenu. Et actuellement, même pour la Coupe du Monde, on se retrouve dans la même situation. Donc on est vraiment très fiers d'avoir pu redresser la situation et d'aller même encore plus loin. Aussi, depuis le début, on vous parle beaucoup de technique. Mais en fait, il n'y a pas que la technique, il y a pas mal d'humains. Avec toutes ces soirées, les war rooms, les préparations, les tests de charge, en fait, on a réussi à créer une culture d'entreprise. Comme je vous disais, l'IT était reparti de zéro en 2017. Et en fait, le fait de pouvoir travailler ensemble, on avait vraiment créé un collectif comme cette image, hein, où il y avait beaucoup d'entraide. Étienne en parlait pendant les tests de charge. Vraiment, il y avait des personnes qui s'entraidaient. J'ai vu des SRE aller débugger du code .NET avec les développeurs, des DBA intervenir sur du réseau aussi. Donc c'était super de voir ça. En plus, on a réussi à garder cette culture d'entreprise jusque maintenant. Et pour avoir fait quelques sociétés auparavant, mettre en place ce type de culture et la faire perdurer dans le temps, c'est très compliqué. Et c'est un autre point sur lequel on est très fiers à l'IT de BetClick de pouvoir faire perdurer cette culture d'entreprise. Pour finir, les prochaines étapes. Donc, comme je disais, on continue sur le cloud Amazon. Donc, on profite du scaling, de l'autoscaling automatique. On aimerait bien aller plus loin, faire de l'autoscaling intelligent. Donc là, par exemple, pour la Coupe du Monde, on a mis en place de l'autoscaling basé sur les calendriers de matchs, hein. Alors, vous vous doutez qu'il y a certains matchs où il va y avoir moins de trafic que d'autres. Du coup, on adapte le scaling. Mais on aimerait bien aller potentiellement sur du machine learning pour le faire de manière plus automatisée. Autre sujet, on veut se diversifier sur le cloud. Du coup, on part sur de l'Azure. C'est un chantier en cours pour des raisons de diversification. Et aussi, comme je le disais, on reste encore pour une partie sur du SQL Server. Du coup, ça a du sens d'aller vers Azure. Autre chantier qu'on mènera l'année prochaine, c'est tout ce qui est Chaos Monkey. Donc, c'est vraiment pouvoir casser la plateforme, mais d'un point de vue plus infrastructure, réseau, et aussi de voir comment est-ce qu'elle est capable de se remettre, de remonter, et les actions qu'il faudra faire. Coupler ça au load test, du coup c'est pour aller un cran plus loin. Et enfin, dernier sujet, Coupe du Monde, donc on était en pleine préparation. Là, on est en train de le vivre. Je vous avoue que pour le moment, on n'a pas grand-chose à faire. C'est pour ça qu'on peut se permettre de venir faire une petite présentation devant vous. Donc on est assez fiers de nous, pourvu que ça dure. Et pour finir, je ne sais pas si vous savez, on a un blog qui commence à peine. Donc on publie des articles, il y a des articles de conférences qu'on traduit, il y a des bonnes pratiques aussi sur le cloud, sur les langages Kotlin, .NET, qu'on commence à publier. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir commenter, réagir dessus, on va le faire vivre. Et pareil, si vous avez des feedbacks sur la présentation, n'hésitez pas à nous en laisser. En tout cas, merci de votre attention. Merci beaucoup. S'il y a des questions, on peut prendre quelques questions. Tout d'abord, merci pour la présentation. Petite question, mais plus peut-être au niveau de l'infra, je ne sais pas si vous aurez les réponses. On a parlé sur la fin d'autoscaling. Est-ce que aussi, parce qu'effectivement, en termes on a vu un petit peu au niveau high level de votre infrastructure, est-ce que le load balancing, c'est quelque chose auquel, à part sur la partie AWS, chez vous, sur lequel vous avez pensé à autoscaler, ou du moins, parce qu'on parlait de limitation au niveau des certificats TLS tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé aussi l'autoscaling de cette partie load balancing? Oui, alors j'en ai parlé très rapidement, mais on a des équipements pour. Alors pour des raisons un peu de confidentialité, je peux pas tout citer aussi, mais oui, clairement, on a des équipements réseau qui sont dédiés à ça. On a des technologies dédiées à ça pour justement supporter tout ça et pouvoir faire ce scaling, bien entendu. Merci.
Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une petite question. Vous avez parlé du fait que vous faisiez vos tests en prod. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez mis en place des bonnes pratiques pour du coup éviter de polluer les datas de prod? Parce que j'imagine que vous injectez plein de trucs, mais que vous ne voulez pas les garder. Et du coup, vous faites comment pour cloisonner, pour effacer et pour éviter de pourrir vos logs? Bonne question. Alors déjà, on a créé des comptes utilisateurs dédiés aux tests de charge. En plus, on a créé des utilisateurs par pays, que comme je disais, les règles ne sont pas les mêmes suivant les pays. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en production, on doit les faire en pré-production. Donc, par exemple, comme des placements de paris, les autorités de régulation nous l'interdisent pour des raisons évidentes. Mais par contre, depuis le temps, c'est vrai qu'on n'a pas insisté, mais on a une plateforme de pré-production qui est ISOProd maintenant, et on peut se permettre de faire ce genre de choses. Et du coup, on a des scripts qui permettent de remettre à zéro automatiquement. Il y avait une question devant. Je sais pas si on peut... Une dernière question alors. Merci, bonjour. Merci pour la présentation, elle était super intéressante en tout cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus sur la partie cloud. Vous avez parlé d'une stratégie où vous partez d'une infra on-premise vers une infra cloud. Est-ce que vous prévoyez de switcher le plus possible vers le cloud, vers un cloud public? Est-ce que vous prévoyez de faire du multi-cloud? Et si vous prévoyez de passer tout en cloud, est-ce que vous prévoyez de passer sur des technologies SaaS qui sont propriétaires de la plateforme sur laquelle vous vous positionnez, ou vous allez tenter par exemple d'utiliser des protocoles qui sont plus largement utilisés, quitte à pouvoir switcher on-premise ou un autre cloud plus facilement, quoi? Alors oui, il y a beaucoup de... Alors la stratégie, oui, c'est d'aller vers du full cloud à terme, alors c'est à long terme, et d'aller sur 2 cloud providers, donc AWS et je disais rapidement à la fin Azure. Après, sur des choses propriétaires, pas propriétaires, on ne sait pas encore, on verra suivant les cas de figure, mais ça reste ouvert encore, il y a plein de choses à construire encore, du coup à voir. Bon, on a terminé. Merci encore. Merci.